personnage qu'on a inventé ou pas d'ailleurs. Et dans le cours de votre écriture, est-ce que justement, techniquement, à un moment donné, vous avez dû abandonner un personnage parce que il n'y avait pas assez de matériaux, vous n'en trouvez pas, etc. Comment ça s'est passé, le choix de cette galerie familiale? Après, on ira un peu dans le fond de cette famille. Non, il n'y a pas eu d'abandon de poste. Ça peut arriver dans des romans, effectivement, qu'il y a des gens comme ça qui disparaissent un peu. Là, ça n'a pas été le cas du tout. C'était même étonnant parce que c'est un livre qui s'est écrit bizarrement, facilement en fait. Une fois que j'avais ma maison et le narrateur, les choses se sont déployées de manière assez logique, assez simple, assez naturelle. Et puis, en revanche, je crois que chaque personnage me demandait de lui accorder suffisamment et de temps et d'espace, et aussi de mansuétude, de bienveillance. C'est-à-dire que même les personnages pour qui j'avais pas forcément de sympathie, j'ai l'impression qu'ils me réclamaient tous à un moment donné leur lieu d'acceptation, oui, je ne sais pas comment. En tout cas, ils ne sont pas jugés. Ben, ça, par exemple, c'est un truc qui est très dur à faire. Je trouve ça très difficile. Il y a deux choses pour moi qui restent très difficiles, et dans un roman comme ça en particulier. C'est-à-dire que quand vous prenez un roman avec des périodes historiques que tout le monde connaît, plus ou moins, mais que quand même on connaît, ce qui est très difficile à faire, c'est quand vous accompagnez une situation, c'est de vous mettre dans l'ignorance des personnages au moment où ils vivent cette situation. Parce que vous savez la suite. Vous savez la guerre qui va la gagner ou qui va la perdre. Les personnages ne le savent pas. Mais sauf que pour être avec le personnage, il faut que vous retrouviez à peu près ce lieu d'ignorance dans lequel eux vont évoluer. Et ça, c'est extrêmement fatigant. Ça demande, c'est une tension intellectuelle, nerveuse, parce que vous avez toujours tendance. Alors, les lecteurs ont toujours tendance à la ramener, ça c'est sûr, mais là, il ne faut surtout pas se la ramener. Il faut vraiment absolument retrouver. Vous voyez, par exemple, quand on parle de la période actuelle, notre présent, tout nous paraît quand même, bon, là, chacun nos idées, chacun nos désirs, chacun ce qu'on veut, mais en même temps, tout le monde ressent le présent comme quelque chose d'assez difficile à déchiffrer, d'assez brumeux. Sauf que quand on regarde le passé, on n'a pas l'impression de ça. On a l'impression qu'il y a quand même, globalement, on peut mettre des nuances, il y a globalement les bons et les méchants, le sens de l'histoire, ce qu'on appelle le sens de l'histoire. Sauf qu'au présent, le sens de l'histoire est plus compliqué. Et bien, essayez de retrouver cet endroit-là quand vous êtes en train d'écrire, c'est-à-dire revivre un présent à l'intérieur du passé, ça c'est extrêmement... Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire dans ce genre de roman. Ensuite, c'est d'essayer de faire que tous ces personnages pour lesquels on n'a pas forcément de sympathie vont quand même prendre leur place et puis vont essayer parfois de céder la place à un autre personnage. Parce qu'il y a aussi cette question de la durée des époques. Donc il y a un personnage, par exemple, on va dire principal, même si ce mot m'horripile, comme Marie-Ernestine. Comment on opère le glissement de Marie-Ernestine à Marguerite, par exemple. Oui. C'est le passage du temps, c'est le passage de génération. La grand-mère et l'arrière-grand-mère. Voilà, ouais. En fait. Et justement, pour aller dans l'histoire, vous avez parlé de place. Quand même, ici, dans cette maison vide, les femmes occupent une place centrale. Vous pouvez parler de l'une et de Marie-Ernestine, vous l'avez évoqué, mais d'en dire un peu plus, qui amène à... D'abord, vous commencez par Marguerite, d'ailleurs, pas par Marie-Ernestine. Au départ, le point de départ, c'était vraiment Marguerite. Je voulais faire vraiment un livre sur ce personnage, qui pour moi est un personnage parce que de toute façon, je ne l'ai jamais connu et qu'on n'a jamais voulu m'en parler. Et la seule chose que j'avais d'elle, c'était des photos qui marquaient son absence et la façon dont elle s'était fait, je ne sais pas, éjecter de l'histoire familiale. Mais pour comprendre cette femme comme ça, morte à 41 ans, alcoolique, tout ça, il a fallu que j'essaie de comprendre son histoire, que j'essaie d'aller
plus ou moins, quoi. Donc, du coup, tu me renseignais sur ses parents à elle. Et puis, quand je suis tombé sur la Légion d'honneur de Jules et ses faits d'armes, là, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Et ça, tout de suite, ça m'a ramené à de la fiction, par exemple. Ça m'a ramené à Joseph Roth, à la marche de Radetzky. Comment une génération qui donne à une famille, on va dire, sa gloire, son honneur, etc., comment elle est condamnée à perdre tout ça par la génération ou les générations d'après, comme si les deux étaient indémêlables, absolument indissociables. Donc là, il y avait un espace un petit peu vide, justement, qu'il s'agissait pour moi d'essayer de comprendre. Alors j'ai commencé, mais sauf que je ne pouvais pas tellement m'attarder sur les hommes de ce point de vue-là, puisque les hommes ont en tout cas, et à cette époque, et dans la ruralité, une fâcheuse tendance à mourir jeune, voire très jeune, ou à la guerre, ou au champ, voilà, donc il y avait tout. Donc évidemment, l'espace des femmes, et ça, moi j'ai connu ça quand j'étais gosse, j'allais dire même maintenant, parce que quand je vais dans la zone pavillonnaire où vivaient mes parents, où j'ai passé mon enfance, en Touraine, je suis frappé, il ne reste que des femmes de 90 ans aujourd'hui, il n'y a plus un homme, et depuis bien longtemps. Ils sont tous morts 2-3 ans après avoir été à la retraite. Donc pour moi, ça c'est quelque chose quand même qui compte beaucoup. Donc je me disais, la mémoire, et puis y compris la mémoire transmise, de toute façon, comme les hommes étaient des œufs, comme on n'en fait plus, j'espère d'ailleurs, c'était les femmes qui racontaient les histoires, c'était les femmes qui transmettaient quelque chose, et ça se passait à l'intérieur de nous. Donc les hommes, c'était des espèces d'ombres qui passaient dans le jardin, parfois dans le garage. Parfois ils mangeaient même des enfants, de temps en temps. Et puis, mais voilà, c'est des êtres un peu à part. Donc je ne pouvais pas m'accrocher à ça. Je ne pouvais pas du tout m'accrocher à ça. Et donc c'est vrai que très vite, les femmes, elles ont pris cette place-là. Mais j'ai envie de dire, pour moi, c'est la place aussi que je voyais en tant qu'enfant. Comme enfant, c'est la place que j'ai vue qu'elles occupaient, en fait. Par la présence des mères, ouais. Enfin, Marguerite, après on appelle Marie-Ernestine, vous pouvez m'en dire un peu plus, parce que c'est aussi un personnage principal. Alors, non mais les deux, pour moi, elles ont... c'est drôle, parce qu'en fait, quand je me suis dit, bon, il faut que je commence par Marie-Ernestine pour qu'on comprenne Marguerite, et vraiment, mon objectif, c'était Marguerite. Sauf qu'au bout de 300-350 pages, Marguerite était toujours pavée. Thomas Simonet. Et je commençais à me faire une petite sueur froide quand même. Parce que je me disais, oh là là. Il y avait une série qui se préparait. Je me disais, bon, elle est toujours pavée et je sais pas comment je vais faire, quoi. Et avec des phrases de plus en plus longues, comme ça, on va vers un grand bonheur. Bref. Bon, donc, et en même temps, c'était pas possible de faire autrement. Donc je suis allé vers ce personnage de Marie-Ernestine, et plus je construisais ce personnage, plus je voyais que déjà pour moi se construisait un dialogue avec sa fille, avec Marguerite. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas séparer, c'est un petit peu comme si l'une était le miroir de l'autre, le miroir inversé de l'autre, et pour moi les deux sont absolument indissociables. Je ne peux pas enlever l'une de l'autre. Parce qu'il s'agissait aussi de dire Marie-Ernestine, même si elle a la sensation de rater sa vie, il faut dire qu'en partie elle rate, c'est vrai, par rapport à ce qu'elle espérait, mais en même temps, elle est la condition, j'allais dire, pour que Marguerite puisse exister, et Marguerite, elle est, j'allais dire, l'espèce d'incarnation de la malédiction de Marie-Ernestine. Et donc cette fillette, elle n'a aucune chance de s'en sortir correctement. Son père est mort, elle avait 3 ans, et on lui dit, ton père ce héros, ton père ce grand homme, ton père ceci, ton père cela. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on... Vous voyez, moi, c'est un truc qui m'agace tellement, ça, quand on parle... Aujourd'hui, on a vachement besoin de héros, d'héroïsme et tout ça, on entend beaucoup de choses sur ça. Moi, ça me peine énormément, ça me détruit le moral par moments, parce que les gens aient des actes héroïques, de bravoure, etc.,
c'est formidable et on les en félicite et c'est très bien. Mais pensez à ceux qui sont autour d'eux. Si on pense à vos enfants, votre père est mort à la guerre, c'est un héros, etc. Mais qu'est-ce que vous allez faire de votre vie, à part vivre à l'ombre de quelqu'un qui va passer sa mort à vous écraser, en fait. C'est quelque chose de terrible, mais auquel on ne pense pas. Comment on s'invente une histoire quand... là, Marie-Ernestine, c'est pareil, on se dit, ah, grande pianiste, il lui reste quoi, Marguerite, pour vivre? À part être la négation de ses parents, en fait. Moi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Je pose souvent, notamment souvent, j'en parle avec des psychanalystes qui sont souvent confrontés à ce genre de problème. Moi, je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que quand il y a des gens, par exemple, très nus dans la lumière, il faut voir aussi la lumière produit beaucoup d'ombre. Et beaucoup d'épisodes douloureux aussi. Ben oui, que vous évoquez. Hein. Un autre personnage féminin dont j'ai envie que vous évoquiez, c'est Paulette. Vous pouvez en dire qu'est-ce qu'elle symbolise, qu'est-ce qu'elle dit elle, qui est très différente. Ouais. Alors pour moi, Paulette, elle incarne un peu un changement de génération. Autant on a vraiment l'aïeul Jeanne-Marie, dont on apprend le prénom que très tard dans le livre, qui est une espèce comme ça, de soumise au patriarcat, au monde comme ça, moyennement. Et puis on a effectivement Paulette, qui est quelqu'un de plus jeune, dont la vie est extrêmement difficile dans son enfance, adolescence, et qui finalement se dit, tant qu'à être une femme objet, je vais décider moi de l'objet que je serai. En fait. Et donc il invente une forme de liberté, qui est frappée par un grand souci d'émancipation, qui a un geste un petit peu, mais je pense qu'elle n'en a pas conscience, mais qui est presque militant d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'elle retourne. Une volonté d'émancipation. Oui, une volonté d'émancipation, d'inverser en fait le cours, d'inverser le cours des choses, ou alors plutôt de l'inverser, de l'accompagner en disant je serai soumise, mais à mes conditions, pas à celles des hommes. Il y a une volonté de prendre une espèce de revanche un petit peu. Ouais. Et puis bon, c'est pour ça aussi que le film va partir. Mais, donc ça, et puis c'est un personnage qui pour moi me permettait aussi vraiment d'amorcer un tournant dans les années 30, 40, vers une modernité qui comme ça en germe, avec des personnages, avec des personnages d'André par exemple, est quand même très différent déjà, parce qu'on pourrait dire qu'il est comparable à Jules, mais sauf qu'il y a une génération entre les deux, et déjà il n'y a pas le même rapport à la vie, et ça c'est aussi un changement d'époque. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est pour moi très intéressant, comment on fait ressentir une période, une époque à travers des personnages qui n'ont pas eux-mêmes conscience d'incarner une époque. En fait. Et justement, parce que c'est aussi une question de temps de narration sur laquelle je voudrais que si vous pouvez expliquer un peu comment vous avez fait. Le roman est écrit au présent. Pardon, parce qu'il faut que je m'en rapproche. Il est écrit au présent, mais il se déploie sur plusieurs générations. C'est vraiment la force même du récit. Et je voudrais savoir comment vous avez géré cette sorte de mouvement temporel pour que le lecteur vous suive, à la fois le présent du narrateur et puis ce passé familial qui est quand même assez costaud. Ouais. Et en fait, alors ça fait très prétentieux comme ça, mais j'ai pensé à Tante. Je me suis. Autant à l'épuiser. Bah oui. Non, mais j'aime pas dire ça parce que c'est intime, je sais pas, c'est un truc. C'est drôle, on parle de ma famille, ça me gêne pas du tout, mais Tante, ça me gêne plus. Non, il y a cette idée, la traversée de l'enfer, accompagnée par Virgile, vous voyez, et du coup, je pensais un peu comme un narrateur comme ça. En fait, c'est quelqu'un qui nous prend la main et qui nous dit on va traverser les années, on va traverser le XXe siècle,
avec des époques qui sont l'enfer. On va traverser tout ça, mais on va le faire, on va pouvoir revenir, on va pouvoir repartir, avec vraiment l'idée que ce soit un mouvement accompagné et un mouvement qui soit à la fois un mouvement à travers une époque chaotique, mais qui ne soit pas en même temps un roman bordélique. Vous voyez? Et donc j'ai essayé de faire les deux, de donner tout ça. Le narrateur me permettait un petit peu d'accompagner ce mouvement. Il est un peu guide. Oui, c'est ça. Ouais. Guide narrateur ou guide acteur, je ne sais pas comment le dire. Mais en même temps, la force aussi de ce roman, c'est qu'il n'est pas absent. C'est-à-dire qu'on ressent ce qu'il ressent. Et puis je voulais absolument, pour moi, je ne voulais pas faire un... Alors ça vient peut-être du théâtre, mais j'étais un peu obsédé par la question du quatrième mur. Et je me dis, je ne peux pas faire une fiction ou un livre, en tout cas, qui ignore l'endroit d'où il est écrit, en fait. Pour moi, ça, c'était pas possible. Il fallait vraiment, je dis, si on fait ce narrateur qui accompagne le lecteur, d'une certaine manière, il fallait aussi qu'il m'accompagne moi dans l'écriture. Donc, mais c'est toujours pareil, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, plutôt que de renoncer à la faire, cette chose, il faut qu'on se dise, bon, on pose tout, on met tout sur la table, on se calme, on ne cède pas à la panique et on essaie de prendre les choses de manière un peu méthodique. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mon clavier, on va commencer avec ça. J'ai mon clavier, j'ai mes doigts, je tape sur un ordinateur et on va commencer par ça. Vous voyez, plutôt que de commencer à entrer dans un récit qui se passerait du narrateur, je me suis dit peut-être qu'il vaut mieux accepter l'idée qu'on a ce fil rouge qui traverse le livre et puis qui je sais pas, moi, à partir du moment, je sais quand je commence le livre, mais je ne sais pas où il va me mener dans l'histoire, dans le temps. Donc je me suis dit qu'il fallait toujours que j'ai ce point un petit peu de ralliement qui est notre présent. Et puis c'est un livre qui est écrit pour les gens du présent, c'est un livre qui est écrit pour le présent. C'est pas un livre sépia, c'est pas un livre nostalgique. C'est un livre qui va chercher dans le passé, dans le temps, etc. Et pour se poser la question de notre présent, de comment on regarde ça. Je pense que c'est un livre qu'on n'aurait pas écrit du tout de la même manière il y a 30 ou 40 ans. Par moments, ça m'a rappelé Jean Rouault, qui est aussi chez Nuit, notamment Les Chants d'honneur, qui était d'ailleurs l'autre prix Goncourt, où il écrit du présent sur le passé, mais aussi vraiment un écrivain que j'adore, qui est Modiano. C'est-à-dire qu'il va puiser dans le passé, mais c'est toujours le narrateur présent. Et ce jeu, à la fois du présent et le jeu du temps, j'ai le sentiment que c'est quand même complexe à mettre en place. Mais visiblement, vous dites que... oui, mais c'est... Nous, là, ça n'a pas été complexe à mettre en place parce que ça fait 30 ans que j'y arrive pas quand même. Donc, vous avez essayé quelques vies avant. Un peu, donc voilà. Donc non, il y a bien un moment, ça finit par arriver. D'accord. J'ai plein d'autres questions.